On dit que certaines maisons sont construites sur des ruines. La mienne, je l'ai bâtie sur les cendres de la vie que je croyais parfaite. On m'avait appris que le bonheur d'une femme se mesurait à la solidité de son foyer, à la bague à son doigt, au nom qu'elle portait. J'ai cru à ce conte de fées, jusqu'au jour où j'ai découvert que les fondations de mon château étaient faites de mensonges, et que ces murs dorés formaient une prison. Ceci n'est pas l'histoire de la fin de mon mariage, c'est l'histoire de la naissance de mon architecte intérieur, celle qui a tout rasé pour tout reconstruire. C'est l'histoire de ma renaissance. Mon histoire commence au sommet. Du moins c'est ce que la vue depuis ma fenêtre suggérait. Un appartement haussmannien, des moulures au plafond, un mari dont la carrière était aussi impeccable que ses costumes taillés sur mesure. Nous étions ce couple que l'on montre en exemple, celui des photos de vacances souriantes, et des dîners où le vin est toujours bon, et la conversation, toujours légère. J était elle, épouse, la partenaire, la moitié d'un nous, qui semblait aussi solide que le chêne de la table de notre salle à manger. Mon identité S était dissoute dans la sienne, comme le sucre dans le café du matin. J était madame, son épouse. Et dans le silence de mon cœur, je me demandais parfois où je avais bien pu passer. Cette vie était une forteresse. Elle me protégeait du monde extérieur, de ses jugements, de ses incertitudes. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'est que les forteresses les plus sûres sont aussi les meilleures prisons. Ces murs N étaient pas faits de pierre, mais d'attentes. Les attentes de nos familles, de nos amis, de la société tout entière qui m'avait murmuré depuis l'enfance que le mariage est un accomplissement. Et le divorce, une faillite personnelle. Un stigmate. Surtout pour une femme. Le divorce, était le sujet tabou, la conversation qu'on étouffe, la source du terrible, qu'en dira-t-on, ce monstre invisible qui dicte tant de vie. Notre quotidien était une chorégraphie parfaitement réglée, le baiser du matin, les messages échangés à midi, le dîner du soir. Mais la routine, si rassurante soit-elle, peut aussi être le plus efficace des somnifères. Elle endort les doutes, elle anesthésie l'instinct. Sous les sourires de façade, la déconnexion S était installée, insidieuse, comme une humidité qui ronge les murs de l'intérieur. Nous partagions un lit, mais plus nos rêves. Nous partagions une maison, mais plus une âme. La solitude à deux est la plus cruelle de toutes, car elle vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Suis-je folle de sentir ce vide ? Est-ce cela, la vie d'adulte ? L'amour qui s'assagit ? Je me posais ces questions dans le noir, en écoutant sa respiration régulière à côté de moi, et je l'ai chassée au matin, avec le café. Et puis, le point de bascule. Ce n'est jamais un tremblement de terre. C'est une fissure. Un détail infime qui déchire la tapisserie. Pour moi, ce fut un téléphone posé, écran allumé, sur la table de chevet. Un geste anodin, une seconde d'inattention de sa part. Un SMS est apparu. Un simple prénom féminin suivi de 3 mots qui ont fait s'arrêter mon cœur. Tu me manques aussi. Le temps s'est figé. Le son de la télévision dans le salon s'est évanoui. Je ne sentais plus que le sang qui battait à mes tempes. Ce N était pas un cri. Ce N était pas une dispute. C était un murmure digital, une trahison silencieuse qui venait de faire exploser mon monde en 1000 morceaux. L'infidélité n'est pas seulement un vœu brisé. C'est la démolition de votre réalité. Chaque souvenir est instantanément souillé. Chaque « je t'aime » passé devient un mensonge potentiel. Qui était cet homme qui dormait à mes côtés ? Et surtout, qui étais-je moi pour avoir été si aveugle ? La douleur fut physique. Une lame de glace dans la poitrine, une nausée qui ne me quittait plus. C était la fracture ouverte de l'âme. J'ai attendu son retour dans la chambre, le cœur battant la chamade. La confrontation fut laide, confuse. Des dénégations, puis des demi-aveux. Puis la froide confirmation. Et au milieu de ce chaos, une petite voix perfide, celle de mon éducation, celle de la peur, a commencé à chuchoter à mon oreille. Bats-toi. Pardonne, ce n'est qu'une erreur. Sauve les apparences. Pense à la famille. Que vont penser les gens ? Point. Cette première bataille N était pas contre lui. Elle était contre moi-même, contre des décennies de conditionnement qui me sommaient de ravaler ma peine, et de réparer ce qui était irrémédiablement cassé. Rester était la solution de facilité, la voie tracée. Partir quête et sauter dans le vide. Les jours qui ont suivi furent un purgatoire. Un balai macabre de faux semblants. Nous continuions à vivre sous le même toit, prisonniers d'un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Chaque repas partagé était une torture. Chaque nuit dans le même lit, une agonie. Je passais mes journées à osciller entre une rage folle et un chagrin infini. Je me revois.
assise sur le sol de la salle de bain, en larmes, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. La peur était ma compagne constante. La peur de l'inconnu bien sûr, mais plus encore, la peur d'être seule. La peur du jugement. La peur d'avoir échoué. Mais au fond de ce puits de désespoir, une autre voix a commencé à se faire entendre. Une voix plus faible, mais plus juste. Elle me disait que rester serait une mort lente. Que pardonner une trahison est une chose, mais que se trahir soi-même en acceptant l'inacceptable en est une autre. Que la plus grande faillite, était pas de divorcer, mais de renoncer à mon propre respect. Cette voix, était celle de mon instinct de survie. La décision de partir n'a pas été un éclair de génie. Ce fut un processus lent, douloureux, comme arracher un bandage collé à la peau. Il y a eu des nuits blanches à peser le pour et le contre, des listes écrites et déchirées. Et puis un matin, je me suis réveillée avec une certitude calme et terrifiante. Était fini. Je devais partir. Non pas pour le fuir lui, mais pour me retrouver moi. Ce jour-là, j'ai compris que cet acte, qui allait être perçu par le monde comme un échec, était en réalité le plus grand acte d'amour-propre que j'ai jamais accompli. Je me suis choisie. Peut-être pour la toute première fois de ma vie. Faire mes valises fut un acte d'une violence symbolique inouïe. Chaque objet que je touchais était un fragment de notre histoire. Ce livre qu'il m'avait offert, cette robe que je portais lors de notre premier voyage. Je ne pliais pas seulement des vêtements dans une valise, j'enterrais les débris d'un rêve. Le poids du jugement de sa famille, de nos amis communs, pesait sur mes épaules plus lourdement que n'importe quel bagage. En fermant la porte de cet appartement pour la dernière fois, j'ai eu l'impression de laisser derrière moi, non seulement un homme, mais une version de moi-même. J'entrais dans un désert, sans carte ni boussole. Le monde post-séparation est un champ de mine émotionnel. Il y a d'abord la froideur administrative. Les rendez-vous chez les avocats, où votre vie intime est disséquée sur une table de réunion, réduite à des clauses et des partages de biens. On vous parle de prestations compensatoires, quand votre cœur, lui, n'a reçu aucune compensation pour sa peine. Puis il y a le monde social. Les amis qui, maladroitement, choisissent leur camp. Les invitations qui se font plus rares. Les regards, un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Comment vas-tu ? Une question à laquelle il est impossible de répondre honnêtement sans faire fuir son interlocuteur. Alors on dit « ça va ?» et on sourit. Je me suis installé dans un petit appartement, impersonnel et silencieux. Le silence. Était la chose la plus difficile à apprivoiser. Ce silence assourdissant, qui, était plus peuplé par le bruit de ses pas, le son de sa voix. Les premières semaines j'ai cru devenir folle. Je, était plus la femme de Manet. Alors, qui étais-je ? La question tournait en boucle dans ma tête. Mon identité était tellement construite en miroir de la sienne, que, sans lui, je ne voyais plus mon propre reflet. C'est le processus de déconstruction. Il faut se défaire de toutes les étiquettes, de tous les rôles, pour voir ce qu'il reste en dessous. Et au début il ne reste pas grand-chose. Juste la douleur. Le deuil de la vie planifiée est une étape brutale. On ne pleure pas seulement la personne perdue, on pleure l'avenir qu'on avait imaginé avec elle. Les enfants qu'on n'aura pas, les voyages qu'on ne fera pas, les vieux jours qu'on ne partagera pas. C'est un deuil invisible, que la société a du mal à reconnaître. Et pourtant c'est dans ce désert que les premières oasis apparaissent. Ce sont de petites victoires, presque ridicules, mais qui sont monumentales. La première nuit sans pleurer. Le premier repas que j'ai cuisiné juste pour moi, en mettant de la musique, non pas pour combler le silence, mais pour le plaisir. La première fois que je suis allée au cinéma seule. J'y étais terrifiée, persuadée que tout le monde me dévisageait. La pauvre femme seule. Et puis le film a commencé, et j'ai oublié. En sortant, j'ai ressenti une fierté immense. J'avais fait quelque chose par moi-même, pour moi-même. J'ai commencé à recoller les morceaux. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Les pièces, même brisées, m'appartenaient. Était à moi, et à moi seule, de décider comment les réassembler. La reconstruction n'est pas une ligne droite vers le bonheur. C'est un chemin sinueux, avec des rechutes, des jours de pluie, où la nostalgie vous submerge sans crier gare. Un parfum dans la rue, une chanson à la radio, et vous voilà projeté des mois en arrière. Il y a des moments de doute intense, où l'on se demande si l'on a pris la bonne décision. Mais peu à peu, la douleur s'estompe. Elle ne disparaît pas complètement, elle se transforme. Elle devient une cicatrice, une marque qui rappelle la blessure mais qui ne fait plus mal au toucher. Elle devient une partie de votre histoire, la preuve de votre résilience.
Pour la première fois, je sentais que je posais des fondations sur mon propre sol. Un sol qui m'appartenait. J'ai commencé à dire oui à des choses que j'avais toujours remises à plus tard. Je me suis inscrite à ce cours de poterie que j'avais abandonné après notre rencontre. Le contact de l'argile, le fait de créer quelque chose de mes propres mains, était thérapeutique. Je redécouvrais le plaisir simple de faire les choses pour moi. J'ai renoué avec de vieilles amies, celles que j'avais un peu perdues de vue, absorbées par ma vie de couple. Leur rire, leur soutien sans faille, ont été un baume sur mon cœur. J'ai commencé à bâtir une carrière. Plus seulement un travail, mais une véritable ambition professionnelle. Je me suis investie. J'ai pris des risques. J'ai osé demander des responsabilités. Et j'ai découvert en moi une force et une compétence que j'ignorais posséder. Chaque succès était le mien. Et seulement le mien. Il n'était pas le reflet de la réussite d'un autre. Surtout, j'ai appris à savourer ma propre compagnie. J'ai appris que la solitude choisie n'est pas un vide, mais un espace. Un espace pour réfléchir, pour lire, pour rêver, pour ne rien faire du tout. Un espace pour se rencontrer soi-même. J'ai voyagé seul. Un petit week-end à Lisbonne, juste moi, mon sac à dos et un carnet. M'asseoir à la table d'un restaurant, commander un verre de vin et observer le monde, sans la nécessité de parler, était une liberté enivrante. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus la femme brisée qui a fui un mariage en ruine. Je vois une femme entière. Une femme dont les yeux brillent d'une lumière qui vient de l'intérieur. Mes cicatrices sont là, bien sûr. Elles racontent mon histoire. Elles ne sont pas des symboles de défaite, mais des médailles de courage. Ma force n'est pas née de l'absence de douleur. Elle est née de ma capacité à la traverser, à la regarder en face, et à la transformer en quelque chose de constructif. Le fameux qu'en dira-t-on qui me terrorisait tant n'est plus qu'un écho lointain, insignifiant. J'ai compris. J'ai compris que le divorce était pas mon échec. Était ma libération. Était le diplôme de fin d'études d'une vie qui ne me convenait plus. D'une version de moi qui était pas authentique. Était le début du reste de ma vie. Si mon histoire peut résonner en vous, si vous traversez cette même tempête, écoutez-moi. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, aussi insupportable qu'elle paraisse, c'est la douleur de l'accouchement. Vous êtes en train de donner naissance à une nouvelle version de vous-même. La maison qui s'est effondrée n'est pas une fin. Elle laisse un terrain vague, un espace vierge, pour que vous puissiez construire un foyer, un vrai, à l'intérieur de vous. Un foyer dont personne ne pourra jamais vous chasser. Partir n'est pas un acte d'abandon, c'est un acte de foi, la foi en votre propre avenir, la foi en votre capacité à vous reconstruire, brique par brique. Aujourd'hui, je ne suis pas définie par la fin de mon mariage. Je suis définie par la beauté, la force et l'authenticité de la vie que j'ai construite après. Une vie qui est, indéniablement et glorieusement, la mienne. Car la liberté la plus profonde, la plus essentielle, ce n'est pas de être libre * quelqu'un ou de quelque chose. C'est être entièrement et profondément libre être * soi-même. Et cette construction, celle que l'on bâtit avec ses propres mains, sur ses propres terres, celle-là, elle est éternelle. Avant les cendres, il y avait le feu. Un feu de joie, celui qui réchauffe le cœur et illumine le visage. Pour comprendre la démolition, il faut d'abord visiter la cathédrale. Il faut se souvenir de la beauté des vitraux, avant qu'ils ne volent en éclats. Notre histoire a commencé comme toutes les belles histoires. Par une rencontre qui semblait écrite par le destin. Était un jeudi soir, dans une petite galerie d'art du Marais. L'air était chargé de l'odeur de la peinture fraîche, du parfum des invités, et du son cristallin des verres qui s'entrechoquaient. J'y étais là, un peu en retrait, plus intéressé par l'observation des gens que par les œuvres abstraites sur les murs. Et puis je l'ai vu. Il était pas l'homme le plus bruyant de la pièce, au contraire. Il y avait en lui une sorte de calme magnétique. Il se tenait près d'une grande toile aux couleurs vives, mais mon regard était attiré que par lui. Il a senti mon regard, s'est tourné, et m'a souri. Ce était pas un sourire de séduction, était un sourire de reconnaissance, comme s'il était demandé lui aussi où j'y était passé tout ce temps. Ma première impression fut celle d'une force tranquille. Il s'est approché, et sa voix était encore plus captivante que son sourire. Grave, posé. Il ne m'a pas parlé de la pluie et du beau temps, ni des œuvres que nous étions censés admirer. Il m'a demandé à quoi je rêvais en regardant les gens. Cette question, si simple et si intime, a brisé la glace instantanément. Nous avons parlé pendant des heures, appuyés contre un mur blanc, isolés du reste du monde par la bulle que nous venions de créer.
Ce qui m'a attiré, ce N, était pas seulement son intelligence ou son ambition évidente. C, était sa façon de écouter. Quand je parlais, il me regardait comme si J, était la seule personne dans cette pièce bondée, comme si mes mots étaient les plus importants qu'il ait jamais entendus. Il me donnait l'impression d'être vu. Entièrement vu. À cette époque, il était la promesse incarnée. La promesse de la stabilité, de la sécurité, d'un amour adulte et réfléchi. Il était cet homme qui semblait avoir un plan, non seulement pour sa vie, mais pour la nôtre. Il était attentionné, se souvenant du nom de mon auteur préféré, du café que j'aimais commander. Il était protecteur, sans jamais être étouffant. Il était l'architecte dont on m'avait toujours dit que j'avais besoin. Un homme capable de construire un empire, et qui voulait que je sois sa reine. Chaque brique de notre relation naissante semblait être faite d'un matériau indestructible. Le respect, des projets communs, un rire partagé. J'avais l'intime conviction d'avoir trouvé non seulement un mari, mais un partenaire, un allié. Je me souviens d'un week-end, quelques mois après notre rencontre. Nous étions partis à Deauville sur un coup de tête. Le ciel était gris, menaçant, mais nous étions euphoriques. Alors que nous marchions sur les planches, une averse violente s'est abattue sur nous. Nous avons couru, main dans la main, riant aux éclats, et nous nous sommes réfugiés dans le premier petit café venu. Il était presque vide. Dehors, le monde était un chaos de pluie et de vent. Dedans, il n'y avait que le son de nos respirations, l'odeur du café chaud et la buée qui se formait sur les vitres. Il a pris mes mains glacées dans les siennes pour les réchauffer. Il m'a regardé avec une intensité qui a fait taire la tempête. Et il a dit, d'une voix douce. « Avec toi, même la pluie ressemble à une promesse. » À cet instant précis, j'ai su que Sim était lui. Cette phrase était devenue le fondement de mon château, la devise de notre amour. Une promesse de chaleur au milieu de n'importe quelle tempête. J'ai cru à cette promesse de tout mon être. J'ai construit ma vie sur elle, sur la certitude que notre amour était un abri, un refuge impénétrable. J'avais trouvé l'architecte de mon bonheur. Je ne savais pas encore que les plus belles promesses sont parfois les fondations des plus grandes illusions, et que cet homme qui m'avait promis un abri contre la pluie, serait celui qui, des années plus tard, déchaînerait sur moi le plus violent des orages. La transition entre le Huck Noise New naissant et le Huck Noise New éternel s'est faite avec la douceur d'une évidence. Il n'y a pas eu de doute, pas d'hésitation. Notre amour était une force tranquille qui avançait, traçant son propre chemin. Le passage du statut de couple à celui de fiancé s'est opéré un soir d'automne, dans le jardin du Luxembourg. Était notre jardin, le lieu de nos premières longues promenades, de nos conversations infinies sur des bancs verts. Ce soir-là, il y avait une lumière dorée qui filtrait à travers les feuilles rousses des arbres. Il était plus silencieux que d'habitude. Je me souviens lui avoir demandé à quoi il pensait. Il s'est arrêté près de la fontaine Médicis, a pris mes deux mains dans les siennes, et m'a regardé avec cette même intensité que lors de notre première rencontre. Il n'a pas fait de grands discours. Il a simplement dit, « Je pense que depuis que je te connais, je n'ai jamais cessé de rentrer à la maison. Et je ne veux plus jamais aller ailleurs. » Puis, il a mis un genou à terre, a sorti un petit écrin de velours de sa poche, et a posé la question la plus simple et la plus bouleversante du monde. Je n'ai pas pleuré de joie. J'ai ressenti une paix profonde, la sensation de deux pièces de puzzle, qui s'emboîtent enfin parfaitement. Était romantique, non pas par le faste, mais par la pureté de l'intention. Était nous. Les premières années de notre mariage furent une symphonie. Nous étions deux instruments jouant la même partition, en parfaite harmonie. Nous avons acheté cet appartement haussmannien, notre forteresse, notre sanctuaire. Je me souviens encore de l'odeur de la peinture fraîche, des week-ends passés à chiner des meubles, des débats passionnés sur la couleur d'un mur. Chaque choix était une pierre ajoutée à Yale, édifice de notre vie commune. Il construisait sa carrière avec une ambition qui me fascinait, et moi, je construisais notre foyer. Pas par devoir, mais par un désir sincère de créer un cocon de beauté et de chaleur, un refuge contre la dureté du monde extérieur. Nos rêves étaient synchronisés. Nous parlions de voyage, de découvrir le monde ensemble. L'Italie, le Japon, l'Argentine. Nous avions une carte du monde accrochée dans notre bureau, et nous y plantions des épingles pour marquer nos futures destinations. Nous parlions d'enfants, un jour, quand le moment serait venu. Nous les imaginions courant dans le long couloir de l'appartement, leurs rires résonnant contre les hauts plafonds. Nous organisions des dîners où nos amis se pressaient, attirés par la chaleur qui émanait de notre couple. Nous étions cette équipe soudée, ce duo invincible, que tout le monde admirait. Et j'y croyais. J'étais fier de ce que nous bâtissions.
Il y avait tant de moments de bonheur pur, de ces instants suspendus où le temps semble s'arrêter. Mais il y en a un qui brille plus fort que tous les autres dans ma mémoire. C'est le sommet de notre montagne, le point culminant de notre amour. Était lors de notre 2e anniversaire de mariage. Nous étions en Toscane, dans un petit village perché sur une colline, entouré de cyprès et de champs d'oliviers. La journée avait été douce, passée à se perdre dans les ruelles pavées, à manger des glaces au soleil. Le soir nous avions dîné dans une petite trattoria familiale, sur une terrasse qui surplombait la vallée. L'air était tiède, parfumé par le jasmin et la terre chaude. Après le dîner nous marchions lentement, main dans la main, pour retourner à notre chambre. Il n'y avait que le son de nos pas, sur les vieilles pierres et le chant des grillons. Les lumières des maisons en contrebas scintillaient comme des milliers de lucioles. Soudain il s'est arrêté au milieu d'une petite place déserte. Il m'a attiré contre lui, a posé son front contre le mien et a fermé les yeux. Il est resté silencieux un long moment, et je sentais son cœur battre calmement contre ma poitrine. Puis il a murmuré, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Écoute. Tu entends ? C'est le bruit du bonheur. Pas le bonheur bruyant, celui des grandes célébrations. Le vrai. Le calme. Celui qui fait que tout le reste n'a plus d'importance. C'est toi, ce bruit-là. » À cet instant j'ai ressenti un amour si vaste, si absolu, que j'ai cru que mon cœur allait éclater. Était un moment de communion parfaite. Nous étions plus 2 personnes, mais une seule entité, respirant le même air, partageant la même âme. Je me suis agrippé à lui, souhaitant que cette nuit, que cette sensation ne s'arrête jamais. Ce souvenir, je l'ai gardé précieusement, comme un talisman. Était la preuve que ce que nous avions était réel, indestructible. Était le cœur battant de notre cathédrale. Je ne savais pas encore que même les plus solides cathédrales peuvent brûler, ne laissant derrière elles qu'un silence assourdissant, et le goût amer des cendres. Le souvenir de la Toscane, ce moment de perfection absolue, est devenu mon point de référence, étalon or de notre bonheur. Mais même l'or le plus pur peut éroder. La descente n'a pas été une chute brutale, ce fut une lente érosion, presque imperceptible. Les premières fissures ne sont pas apparues dans nos murs, mais dans le silence entre nos mots. Tout a commencé par un changement de rythme. Lui, dont la carrière était déjà exigeante, est devenu insaisissable. Les dîners tardifs sont devenus des nuits de travail. Les voyages d'affaires se sont multipliés. Au début, j'ai joué mon rôle à la perfection. Ellie Dowden, épouse compréhensive et solidaire. Je lui préparais des plateaux repas qu'il mangeait à peine. Je m'assurais que ses chemises étaient impeccablement repassées pour ses départs matinaux. Était la gardienne de notre forteresse, mais je ne me rendais pas compte que son roi la désertait. Puis son téléphone est devenu une extension de sa main. Un 3e membre, un organe vital qu'il ne quittait jamais. Il le posait face cachée sur la table. Il le prenait avec lui pour aller dans la salle de bain. Des sourires discrets illuminaient son visage, en lisant des messages. Des sourires, qui ne étaient plus destinés. Quand je demandais, la réponse était toujours la même, vague et légèrement agacée. Le travail. Le travail était devenu le bouclier parfait, l'alibi irréfutable. Comment pouvais-je remettre en question son dévouement professionnel sans passer pour une femme possessive et capricieuse ? La déconnexion s'est installée dans notre conversation. Nous parlions de logistique, d'intendance, de l'agenda de la semaine, mais nous ne parlions plus de nous. J'essayais, parfois. Un soir, alors que nous dînions en silence, je lui ai pris la main par-dessus la table. « Tu me manques », ai-je dit doucement. Il a levé les yeux de son assiette, surpris. Il n'a pas retiré sa main, mais je ne l'ai pas senti la serrer en retour. « Je suis là », a-t-il répondu, comme si ma peine était un problème de géométrie, une simple question de distance physique. Il n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre, que je parlais d'un abîme qui se creusait entre nous, même assis à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Le poison du doute a commencé à s'infiltrer dans mes veines. L'intuition, cette petite musique intérieure que nous, les femmes, sommes si souvent entraînées à ignorer, jouait une partition de plus en plus alarmante. Je me sentais devenir une version de moi-même que je détestais. Suspicionneuse. Anxieuse. Je commençais à douter de ma propre santé mentale. Étais-je en train de tout inventer ? Était-ce moi le problème ? Il était devenu maître dans l'art de retourner la situation. Quand j'exprimais une inquiétude, il soupirait avec une lassitude infinie. « Tu es trop sensible, tu dramatises tout. Tu ne vois pas la pression que j'ai en ce moment ?
J'aurais besoin de ton soutien, pas de tes reproches. Il me faisait sentir coupable. Coupable de ressentir sa distance, coupable de vouloir retrouver l'homme que j'avais épousé. Était une forme de violence silencieuse, la plus insidieuse de toutes. La manipulation émotionnelle qui vous fait croire que vous êtes folle. Et puis est venu le soir où la fissure est devenue une fracture béante. Le soir du téléphone sur la table de chevet. J était déjà au lit, je lisais. Il est sorti de la douche, une serviette nouée autour de la taille, et s'est dirigé vers le dressing. Son téléphone, qu'il venait de débrancher, est resté sur sa table de nuit, et il s'est allumé. Je n'ai pas cherché à regarder. Mes yeux ont été happés par la lumière dans la pénombre. Un prénom, Chloé. Et ces 3 mots, gravés au fer rouge dans ma mémoire. Tu me manques aussi. Le livre que je tenais m'a glissé des mains. Le son de sa chute sur la moquette a été absorbé par le silence de la pièce. Mais dans ma tête, était le fracas d'un millier de vitraux qui explosent. Le sang a quitté mon visage. Une vague glaciale a parcouru tout mon corps, suivie d'une chaleur insupportable. Je ne pouvais plus respirer. Chaque souvenir heureux, chaque « je t'aime », chaque promesse murmurée dans le noir est revenue me hanter, mais sous une lumière nouvelle, crue et laide. Le week-end à Deauville sous la pluie, la demande en mariage au Luxembourg, la nuit étoilée en Toscane, tout était un mensonge. Une mise en scène dont J était la seule spectatrice à ne pas connaître la fin. J était paralysé. Je le suis resté jusqu'à ce qu'il revienne dans la chambre, en pyjama, prêt à se coucher comme si de rien, était. Il a dû voir l'expression sur mon visage, car son sourire s'est figé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, avec une fausse sollicitude. Ma voix est sortie, un murmure rauque que je ne reconnaissais pas. « Qui est Chloé ?» Le déni. Ce fut sa première réaction. Un déni total, presque insultant. « De quoi tu parles ? Je ne connais pas de Chloé. » Il a tenté de jouer la carte de ma folie, celle qui avait si bien fonctionné jusqu'à présent. Tu as encore imaginé quelque chose ? Mais cette fois, j'avais une preuve. J'ai pointé son téléphone du doigt, sans pouvoir le toucher, comme s'il était radioactif. Son visage s'est décomposé. La colère a remplacé la surprise. La colère d'avoir été pris au piège. Il a attrapé le téléphone, a vu le message, le balai des mensonges a commencé. C'est une collègue. Elle est un peu fragile en ce moment. C'est une conversation innocente, sortie de son contexte. Il a essayé de me noyer sous un flot de justifications, chacune plus faible que la précédente. Je suis restée silencieuse, le regardant s'enfoncer. Et puis, acculé, il a lâché. Pas des excuses, pas des remords. Une confession froide, factuelle. Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Depuis des mois. Il ne l'a pas dit avec tristesse, mais avec une sorte de soulagement lasse. Le soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Et au milieu de ma peine, ce qui m'a le plus anéanti, ce n'est pas l'aveu de sa trahison. C'est l'absence totale de regret dans son regard. Il était pas désolé de m'avoir blessé. Il était juste ennuyé de être fait prendre. À cet instant, l'architecte de mon bonheur est devenu le démolisseur de ma vie. La cathédrale que nous avions bâtie ensemble, était plus qu'un champ de ruines fumantes. Et moi, j'étais seul au milieu des décombres, essayant de comprendre comment le bruit du bonheur avait pu se transformer en ce silence assourdissant de la trahison. La nuit de la révélation n'a pas été la fin. Ce fut le début d'une guerre froide, silencieuse, menée entre les murs de notre appartement. Les jours qui ont suivi furent un purgatoire. Nous étions 2 fantômes hantant les mêmes pièces, 2 étrangers partageant le même lit. Le silence était devenu une arme, une chape de plomb qui écrasait toute tentative de communication. Lui agissait avec une prudence calculée, oscillant entre une gentillesse feinte et des pointes d'agacement à peine voilées face à mon chagrin, qui, de toute évidence, durait trop longtemps à son goût. Moi, étais une plaie à vif. Chaque objet, chaque recoin de cet appartement, me rappelait notre vie d'avant, cette vie qui, était plus qu'une illusion. Je le regardais bouger, parler, rire au téléphone avec des collègues, et je me demandais comment un homme pouvait porter un tel masque de normalité alors que notre monde était effondré. La goutte d'eau, celle qui a fait déborder le vase de ma patience et de mon désespoir, n'a pas été un cri, ni une nouvelle trahison. Ce fut un geste d'une banalité terrifiante. Était environ une semaine après la découverte. Il est rentré du travail un soir, un bouquet de pivoine à la main, mes fleurs préférées. Il l'a posé sur la table de la cuisine, sans un mot, comme une offrande de paix. Plus tard, alors que je préparais un dîner que ni l'un ni l'autre n'allait manger, il s'est approché de moi par derrière, a posé ses mains sur mes épaules, et a dit, sa voix se voulant douce. Les Dubois nous ont invités à dîner samedi prochain. J'ai dit qu'on viendrait,
Il faut bien que les choses redeviennent normales, non? À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, définitivement. Ce N était pas la proposition en elle-même. C était le mot normal. Il ne voyait pas la dévastation. Il ne comprenait pas que notre normalité avait été réduite en cendres. Pour lui, ma douleur était une maladie à guérir, un désordre à ranger pour que la vie puisse reprendre son cours. Il ne voulait pas réparer le mal qu'il avait fait, il voulait simplement que j'arrête de le lui rappeler. Il voulait effacer la tache, repeindre par-dessus la moisissure. J'ai senti ses mains sur mes épaules non pas comme un réconfort, mais comme le poids de la cage qui se refermait sur moi. Je me suis retourné lentement. J'ai regardé l'homme que j'avais tant aimé, et je n'ai vu qu'un étranger. Le chagrin a laissé place à une clarté glaciale, terrifiante et libératrice. Le soir même, nous étions assis dans le salon. La télévision était allumée, mais personne ne la regardait. J'ai pris la télécommande et je l'ai éteinte. Le silence qui s'est installé était différent. Il était plus lourd, il était plein d'attente. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, agacé. C'est moi qui ai prononcé le mot. Ma voix était calme, sans tremblement. Je veux divorcer. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Il a d'abord ri. Un petit rire nerveux, méprisant. Arrête tes bêtises, tu es fatigué, tu dis n'importe quoi. Mais en voyant mon visage, son sourire s'est effacé. La surprise a laissé place à l'incrédulité, puis à la colère. Divorcer? Tu veux tout gâcher? Tout jeter par la fenêtre pour une stupide erreur? Après tout ce que j'ai construit pour nous? Pour nous. Ces mots m'ont frappé. Il ne voyait que ce qu'il avait construit, pas ce qu'il venait de démolir. La discussion qui a suivi fut laide. Il a tout essayé, la culpabilisation, les promesses vides, les menaces à peine voilées sur ma situation financière si je le quittais. Mais rien ne m'atteignait plus. J était déjà parti. Mon corps était encore assis sur ce canapé, mais mon esprit avait déjà franchi la porte. Les semaines suivantes furent un chaos organisé. La nouvelle a explosé comme une bombe dans nos cercles. Sa famille m'a immédiatement condamné, me dépeignant comme une femme ingrate et instable, qui abandonnait leur fils au sommet de sa réussite. Certains de nos amis ont disparu, ne sachant quel camp choisir, préférant la neutralité de la fuite. D'autres, maladroitement, essayaient de me raisonner. Le camp, dira-t-on, était devenu une cacophonie de jugements, de conseils non sollicités et de pitié. Mais au milieu de ce bruit, je m'accrochais à ma décision comme à une bouée de sauvetage. Notre séparation n'a pas été amicale, elle a été litigieuse. L'homme qui m'avait promis de me protéger des tempêtes, a tout fait pour déchaîner sur moi un ouragan juridique. L'appartement, les meubles, les comptes en banque, tout est devenu un champ de bataille. Notre histoire d'amour était réduite à une liste de biens à diviser. Les rendez-vous chez les avocats étaient d'une violence inouïe. Je le voyais, assis de l'autre côté de la table, le visage fermé, discutant de notre vie avec une froideur chirurgicale, comme s'il parlait d'une fusion d'entreprises. Il se battait pour chaque objet, non pas pour sa valeur, mais pour le principe de ne rien me céder, pour me faire payer mon départ. Le moment le plus difficile fut la signature des papiers. L'acte final. Nous étions dans le bureau de son avocat, un lieu impersonnel aux murs gris. Il pleuvait dehors. Une pluie fine et triste qui semblait refléter mon état d'âme. J'ai regardé le document posé sur la table en acajou. Quelques pages qui résumaient des années de vie, des milliers de souvenirs, des millions de promesses. Mon avocat m'a tendu un stylo. Ma main tremblait. En face de moi, il avait déjà signé, son paraphe sec et anguleux, comme lui. En prenant le stylo, un flash m'a traversé l'esprit. Je nous ai revus, le jour de notre mariage, à la mairie, signant le registre. Mon écriture était alors ronde et joyeuse, pleine d'espoir. Ce jour-là, j'avais signé pour une vie à deux. Aujourd'hui, je signais pour retrouver la mienne. J'ai posé la pointe du stylo sur le papier. Une larme a roulé sur ma joue et est tombée sur le document, juste à côté de l'endroit où je devais signer. Je ne l'ai pas essuyé. Était la dernière larme que je verserais sur cette histoire. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai signé. En sortant du bâtiment, j'ai relevé mon visage vers la pluie. Je n'ai pas cherché à m'abriter. J'ai laissé les gouttes froides laver mon visage. Je me sentais vide, mais aussi étrangement légère. Était un mélange déchirant de tristesse infinie pour le rêve qui était mort. Et d'un immense soulagement. La cage était ouverte. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. J'avais peur. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer. J était seul sous la pluie, mais J était libre. Le saut dans le vide venait de commencer.
Les premiers mois furent un long tunnel sans lumière au bout. Le vide laissé par la fin de mon mariage n'était pas un simple vide, était un cratère. La solitude était une présence physique, un poids sur ma poitrine quand je me réveillais le matin dans ce lit trop grand pour moi seul. Mon petit appartement que j'avais choisi comme un refuge, me semblait au début une cellule d'isolement. Chaque silence criait son absence. J'y étais hanté non pas par lui, mais par le fantôme de la vie que j'aurais dû avoir. Pourtant, au milieu de ce chagrin brut, de minuscules pousses de liberté ont commencé à percer le béton. Un soir, j'ai eu envie de manger des sushis. Juste comme ça, sans raison. Et j'ai réalisé que je pouvais le faire. Je n'avais pas à demander si ça lui faisait plaisir, à négocier, à planifier. J'ai commandé ces sushis, je les ai mangés sur la table basse, en regardant un vieux film en noir et blanc qu'il aurait détesté. Et j'ai souri. Était un sourire fragile. Mais était le premier vrai sourire, depuis des mois. Ces micro-libertés sont devenues mes bouées de sauvetage. Repeindre un mur en bleu canard sans demander d'avis. Dormir en diagonale dans le lit. Passer un dimanche entier à lire sans avoir à justifier mon inaction. La guérison n'est pas venue seule. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapie, la gorge nouée par la honte d'admettre que je n'y arrivais pas seule. Cette femme avec son regard doux et ses questions percutantes, ne m'a pas donné de réponse. Elle m'a appris à me poser les bonnes questions. La première fois qu'elle m'a demandé « Et vous ? Qu'est-ce que vous voulez, vraiment ?» J'ai fondu en larmes. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Je ne me étais jamais posée à moi-même. J'ai recommencé la poterie, sentir la terre froide et malléable sous mes doigts, la voir prendre forme sous ma seule volonté, était une métaphore de ma propre reconstruction. Je partais d'une masse informe et, avec de la patience et de la persévérance, je créais quelque chose de nouveau, d'imparfait mais de solide. De beau. Mon travail est devenu mon sanctuaire. Un lieu où ma compétence et mon intelligence étaient les seules choses qui comptaient. Chaque projet réussi était une brique de plus ajoutée à l'édifice de ma nouvelle estime de moi. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec le faste de mon ancienne cage dorée. Je vis dans cet appartement au mur bleu canard, plus petit mais infiniment plus grand, car il est rempli de moi. Ma routine est simple. Le matin, je bois mon café près de la fenêtre, en regardant la ville éveillée. Je ne me précipite plus. Je travaille avec passion. Non plus pour prouver quelque chose, mais pour le plaisir de construire. Mes soirées sont un mélange de solitude choisie, de dîners improvisés avec ces amis qui m'ont aidé à traverser la tempête, et de cours de poterie où je laisse mes mains parler. Ce qui a changé en moi est profond. J'ai appris que la solitude n'est pas l'absence de quelqu'un, mais la présence de soi. J'ai appris que ma valeur n'est pas cotée en bourse, elle n'est pas dépendante du statut d'un homme ou de la bague à mon doigt. J'ai appris que l'amour, le vrai, ne demande pas de se dissoudre, mais de se tenir debout, côte à côte, deux entités complètes qui choisissent de faire un bout de chemin ensemble. La plus grande leçon fut d'apprendre à faire confiance à cette petite voix intérieure, cette intuition que j'avais si longtemps étouffée. Elle est devenue ma boussole. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai jamais l'humiliation, la trahison, mais j'ai pardonné à la situation. J'ai lâché la colère. Non pas pour lui, mais pour moi. La colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai choisi de ne plus le boire. J'ai choisi de libérer l'espace qu'occupait ce ressentiment dans mon cœur, pour y planter autre chose. J'ai aussi pardonné à la jeune femme que j'étais, celle qui était si aveugle, si désireuse de croire aux contes de fées. Elle ne savait pas. Aujourd'hui je sais. Quant à l'avenir, je ne l'attends plus. Je le vis. Je ne cherche pas l'amour, mais je ne lui ferme pas la porte. La différence, c'est que je n'en ai plus besoin pour me sentir complète. Si un homme entre dans ma vie, il ne viendra pas combler un vide, car il n'y en a plus. Il viendra ajouter sa musique à une symphonie qui se joue déjà très bien toute seule. Pour l'instant, je suis concentré sur la construction de ma propre cathédrale. Une cathédrale intérieure, dont je suis à la fois l'architecte, l'artisane et la gardienne. Ses fondations sont faites de résilience, ses murs de confiance en soi, et ses vitraux filtrent une lumière qui vient de l'intérieur. Et cette construction, personne jamais ne pourra me l'apprendre. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne vois plus les ruines, je vois les fondations. Chaque larme a irrigué la terre, chaque épreuve a solidifié le ciment. On m'avait appris à construire ma vie autour d'un homme, comme une planète autour de son soleil. J'ai appris seul, à devenir mon propre soleil. Si je pouvais parler à cette femme que j'étais, celle qui pleurait en silence sur le sol froid de la salle de bain, celle dont le cœur battait la chamade à l'idée du qu'en dira-t-on, je m'assoirais à côté d'elle. Je lui prendrais la main, et je la regarderais droit dans les yeux, ses yeux noyés de peur et de confusion.
Et je lui dirai. Écoute. Écoute cette petite voix au fond de toi, celle que tu essayes si fort d'or, étouffée sous le bruit des attentes des autres. C'est la seule qui te dit la vérité. C'est ta boussole. Fais-lui confiance. N'aie pas peur du vide. Ce que tu perçois comme un abîme sans fond, c'est en réalité une page blanche. Et la plume pour la toute première fois de ta vie, est entre tes mains. Le jugement des autres, qui te paralyse aujourd'hui, n'est qu'un vent passager. Le respect que tu te dois, est le sol sur lequel tu marcheras pour le reste de tes jours. Choisis un sol solide. Cette douleur, cette sensation que ton monde se déchire, je sais qu'elle te semble insurmontable. Mais ce n'est pas le bruit de la fin. C'est le bruit de ta cage qui se brise. Et la liberté au début aura le goût terrifiant de la solitude. Accueille-la. Apprivoise-la. Car je te promets qu'un jour, ce goût se transformera. Et qu'il deviendra celui, pur et enivrant, de ta propre vie. Tu es tellement plus forte que la forteresse dans laquelle tu t'emprisonnes. Et à vous. Vous qui m'aimez, écoutez, et qui êtes peut-être en ce moment même assise au milieu des décombres, le cœur en miettes et l'avenir comme un brouillard impénétrable. Je veux que vous sachiez une chose, vous êtes pas brisé, vous êtes en chantier. La douleur que vous ressentez, c'est, elle, énergie brute de la transformation. Ne laissez jamais personne, et surtout pas vous-même, vous dire que vous avez échoué. Elle, échec, ce n'est pas de tomber. C'est de rester à terre par peur de ce que les autres penseront de vos genoux écorchés. Alors relevez-vous, même si vos jambes tremblent, regardez vos mains. Elles sont peut-être vides aujourd'hui, mais elles sont faites pour construire. Brique par brique. Un sourire à la fois. Une décision courageuse après l'autre. Vous êtes l'architecte de votre renaissance. Ne confiez les plans à personne d'autre. Car la maison que vous allez bâtir, celle dont les fondations sont le respect de soi, dont les murs sont la résilience et dont le toit est votre propre liberté, cette maison-là, personne, jamais, ne pourra vous la détruire. Elle est à vous. Pour l'éternité.